Podcast. Apple n'a même pas traduit le communiqué de presse sur la mort de l'iPod Touch en français. Ah, c'est dire le niveau de bas les couilles, quoi. Mm-hmm. En même temps, est-ce que ça bat pas un peu les couilles de nous aussi, quelque part? Quand même. Oh, je sais pas, ça faisait tellement longtemps que c'était un peu mort que... Je sais pas. J'ai eu plus de sentiments, tu vois, pour l'iPod classique. Ouais, mais là, il y a quand même un petit côté... Regarde l'iPod 2001, t'étais déjà là, tu t'en souviens et t'auras fait toute la vie. Et t'auras fait la mort. Et ouais, ça aura duré 20 ans. Et ouais, t'es un peu vieux. Enfin, t'es plus tout à fait jeune. C'est quand même... Oui, tu le vois en tant qu'événement historique. Oui, je crois que je suis pas encore mentalement prêt à me dire que je vis ce genre d'événement, quoi. Ouais. Mais c'est... J'ai lu beaucoup de gens un peu naïfs qui étaient en mode ah bah voilà, puisque maintenant l'iPod c'est fini, grosso modo 21 ans après la présentation du premier modèle, ça enclenche le compte à rebours pour l'iPhone. Et je trouve ça un peu naïf. L'iPhone c'est un PC, l'iPod c'était pas un PC, l'Apple Watch non plus est pas un PC. Il y a Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui fait que ces produits ont une durée de vie limitée. L'iPod, 20 ans, finalement, c'est rien dans l'histoire de l'informatique. Et l'Apple Watch, je suis assez convaincu que à la fin, ce sera rien dans l'histoire de l'informatique. Si on annonce la suite, le fameux grand projet de Tim Cook, parce que d'ailleurs, c'est assez marrant d'ailleurs qu'on ne mette pas l'Apple Watch à son crédit, quoi, mais parce qu'il y a une attente d'un produit qui serait... qui serait l'équivalent de l'iPhone et puis du Mac, ouais. Et à mon avis, c'est un peu plus compliqué que de faire l'iPod, qui est un produit... Tony Fadell, qui n'a pas pu s'empêcher d'écrire un livre pour rappeler au monde qu'il existait. Seigneur. Nous a rappelé à tous, mais on le savait bien que l'iPod s'est fait en quelques mois, et l'Apple Watch de la même manière. C'est un produit qui s'est lancé rapidement et qui disparaîtra tout aussi rapidement. Et la suite... ça me semble un peu plus compliqué que ça. C'est pour ça quelque part qu'elle en finit plus d'arriver, quoi, qu'on attend. Ça fait des années qu'on nous dit la suite est là, la suite est là, la suite est là. La suite c'est pour l'an prochain. Le nombre d'années qu'on nous parle soit de la voiture, soit de qui à mon avis ne viendra jamais, ou en tout cas pas sous la forme d'une voiture, et ou des lunettes. Et les lunettes, je suis persuadé que c'est le bon truc, mais que c'est pas aussi simple que de dire on prend des lunettes et on met un ordinateur dedans. Très clairement, non. Ce qui m'étonne un peu à chaque fois, c'est à quel point le génie opérationnel de Cook est dédaigné, quoi. C'est quand même le mec qui a fait d'Apple ce qu'Apple est, et ce qu'elle sera dans les 1000 ans à venir, parce que, bon, a priori, c'est son ambition, mais il met les moyens de son ambition, tu vois, enfin... Le mec, il est bon, quand même, quoi. Il est bon. Et je sais pas, pour moi, ça vaut mieux qu'un produit. On avait eu cette discussion sur les tâches, et gestion de tâches. Et l'importance de... Quand t'as... une idée, l'importance de l'écrire, et puis quand tu as une idée de tâche, l'importance de le transcrire en tâche. Ouais. C'est bien, mais c'est que la première partie. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir mis toute l'infrastructure en place. Il faut déjà avoir eu cette réflexion, et quand tu as écouté le présent podcast, ça t'aide à avancer plus vite. Et modestement. Modestement. Mais il faut surtout avoir installé un gestionnaire de tâches. Et c'est la même chose avec Apple, quoi. C'est bien d'avoir l'idée de l'iPhone. C'est mieux d'avoir des usines en Chine qui sont prêtes à le produire. Et ça, c'est Cook, quoi. Exact. Mais la mort de l'iPod, tu vois, c'est marrant. Et regardez, du coup, je regardais The Dropout, qui est cette série qui est sur Disney+, qui reprend la trame du podcast sur cette affaire, l'affaire Theranos, avec Elizabeth Holmes. Et c'est marrant parce que l'iPod... dans cette série est un acteur à part entière. L'iPod est la musique des années 2000, puisque c'est Elizabeth Holmes, elle grandit dans les années 2000, elle grandit avec justement l'image mythique de Jobs, quoi. Il y a des posters de Jobs dans sa chambre, il n'y a pas des posters de Tim Cook, quoi. Et c'est marrant de voir que oui, quelque part, ce produit, c'est tellement de l'histoire qu'on le met dans une série qui est... alors c'est pas une série documentaire, mais c'est une série qui est inspirée, qui couvre des faits réels. Et... Oui. Insister sur l'iPod, insister sur l'iMac G3, insister sur la synchronisation avec iTunes, insister sur les écouteurs filaires, ça donne un caractère vintage à cette série, et c'est quand même étrange de se dire que nos adolescences sont devenues vintage.
C'est assez drôle. Et par ailleurs, Ouais. alors que c'était pas forcément elle qui avait été castée au départ, je trouve que Amanda Seyfried qui joue Elizabeth Holmes est incroyable dans cette série. Elle prend même ses tics de langage et elle prend. Enfin, alors que j'ai suivi toute l'affaire Theranos, j'en arrive à oublier presque à quoi ressemble la vraie Elizabeth Holmes. Et ça, c'est quand même très très fort. Bon boulot, ouais. C'est sur Disney+. Je prendrai pas Tablet Disney Plus pour autant, mais je note. Je pense que je téléchargerai la série autrement. On n'a rien dit. On n'a rien dit. De mon côté, j'ai regardé Netflix et la série presque vintage, parce qu'elle a plusieurs années maintenant, enfin en tout cas la saison 1 de Love, Death and Robots. On m'a dit beaucoup de bien des séries 2 et il y a la 3 qui arrive bientôt, donc je me suis dit c'était le moment de rattraper mon retard. Et j'aime beaucoup dans les lectures que je fais, difficilement, j'aime beaucoup les nouvelles, parce que c'est des choses qui sont moins engageantes. Et là, c'est un peu des nouvelles à chaque fois. Chaque épisode est très différent, déconnecté du reste, et d'une durée très différente en général de l'autre. Et c'est un style aussi graphique très différent. Et le ton et tout ça, enfin, tout est vraiment différent. Et au début, j'ai eu un peu de mal du coup à me projeter dans une série qui avait de série que le nom, en fait, parce que c'est pas vraiment une série dans ces cas-là. Mais il y a quand même une fois que tu es habitué intellectuellement à la chose, il y a une exécution qui est vraiment impeccable. Il n'y a aucune fausse note dans le patchwork de design que c'est, quoi. L'animation est fantastique à chaque fois, que ce soit de la 3D, du dessin à la main, tout ça. Les scénarios sont toujours un petit peu inégaux. Je pense qu'on peut s'y attendre sur une série aussi de briquet de broc. Mais c'est des épisodes qui sont courts, qui n'en cachent pas trop du coup, justement. Et je trouve ça vraiment bien, j'ai bien aimé, ouais. Je pense que je regarderai la 2 avec plaisir. Écoutez alors. J'attendais depuis très longtemps le nouveau Röyksopp. Donc Röyksopp, je sais pas si tu connais, c'est un groupe d'électro-suédoise. Ils sont très très... Oui, je pensais que tu connaissais, mais je sais pas, j'ai des fois... Il y a des limites à mon inculture musicale tout de même. Vu que tu écoutes de la vraie musique, des fois j'ai des doutes. Donc l'album s'appelle Profound Mysteries. J'étais prêt à l'adorer, donc je l'adore sans aucune objectivité. Je pense que c'est un peu court pour un album qui a mis aussi longtemps à arriver. Évidemment, j'aurais bien préféré quelque chose de plus grandiose dans l'expression. Il y a ce qu'il faut de dansant, ce qu'il faut d'exaltant, ce qu'il faut de mélancolique un petit peu. Donc ça convient à la plupart des activités que je fais au moment où je l'écoute. Donc non, j'y trouve mon compte. Je pense que la fin est quand même plus faible que le début. Mais je leur en veux pas. Je les aime bien. Je les aime beaucoup. Moi j'ai écouté Leap de Girls in Airport, qui comme son nom indique est formé par 4 mecs. C'est assez étrange, on en parlait dans l'épisode il y a 15 jours, mais c'est classé dans Big Band par Apple Music, parce qu'il y a des cuivres. C'est un album sur lequel est invité le Aarhus Jazz Orchestra. Mais moi ce qui a vraiment retenu mon attention dans cet album, c'est la section rythmique qui est incroyablement charpentée. Enfin, mais j'aime bien entendre mes enceintes, quoi, en ce moment. Et je me faisais la réflexion que c'était une bande-son assez idéale pour un road trip nocturne. Ça m'a rappelé les traversées de la France avec la Peugeot 405 de mon père. Ce qui est assez étrange, mais pourquoi pas. C'est un mood. Le deuxième album que j'ai retenu de cette quinzaine, c'était évidemment le nouveau Arcade Fire, qui s'appelle Oui, comme Weekend. Ce que j'attends avec impatience. Alors, moi, j'aime bien Arcade Fire. Je pense que il n'y a pas d'album que j'aime pas. Même, enfin, tout le monde s'accordait à dire, en tout cas les puristes, je pense, s'accordaient à dire que Everything Now et Reflector, même avant, étaient moins bien que le reste. Moi, je les ai un peu préférés au reste, donc bon, peut-être que j'ai juste mauvais goût. Mais au final, qu'importe, j'ai passé un bon moment et j'écoute ça avec grand plaisir. Ouais, c'est très... j'aime beaucoup leur manière d'aborder des choses de manière très directe, avec en même temps un peu de mélo, l'orchestral, tout ça, ça me plaît toujours pas mal. Donc ça marche toujours avec moi. On avait parlé de la manière dont certains compositeurs classiques pouvaient inspirer des musiciens de jazz. Et on n'avait pas évoqué Chopin. C'est vrai. Et je découvre que Kurt Rosenwinkel et Jean-Paul Brodbeck ont fait un truc qui s'appelle The Chopin Project. Alors j'ai toujours tendance à me méfier, j'avais déjà dit, de ce genre de truc parce que ça peut vite virer à la soupe. Mais là c'est marrant parce qu'ils sont parfois très très éloignés du morceau original.
Et ça s'écoute pas forcément comme une jazzification de Chopin, mais vraiment comme du jazz, quoi. Avec voilà, un vague cliché de Chopin derrière, quoi. Ce qui est pas mal. Évidemment, la valse en do dièse mineur, c'est une tarte à la crème, donc tu peux pas t'en éloigner, quoi. Et c'est peut-être le morceau le moins convaincant de l'album. Mais je trouve ça assez marrant. Et pour les gens qui... on parlait de Bach, notamment, où c'est vraiment le truc super classique à jazzifier. Pour les gens qui aiment bien ce genre de truc, et qui s'attendaient pas forcément à Chopin, c'est assez marrant. C'est marrant aussi parce que un des compositeurs dont tu parlais le dernier épisode, Olafur Arnalds, a fait un Chopin Project aussi. Ouais. Alors du coup c'est quand même très Arnaldisé, mais c'est plus une sorte de saucisson aussi, où t'as d'abord du Olafur, ensuite du Chopin revisité, ensuite du Olafur, voilà. Et tous les morceaux de Arnalds sont assez d'inspiration chopinesque, mais oui, pour le coup en ambiance ça marche assez bien, ouais. Enfin, je me demande jusqu'à quel point ça dit pas quelque chose de Chopin, quoi. Et au contraire, le fait que ce soit si difficile quand tu essaies de jazzifier Bach, de sonner autrement que comme Bach. Ouais. Mais parce que voilà, il y a un côté presque totalitaire, quoi, dans sa méthode de faire de la musique. Et où quelque part Chopin laisserait plus de place. C'est pas impossible. Mon intuition, c'est que Chopin est beaucoup plus... Bon, enfin, c'est tout à fait normal de dire ça, c'est romantique, évidemment. Mais du coup, par définition, c'est une musique plus adaptable humainement. Et il y a des choses beaucoup moins résolues chez Chopin. Et donc tu peux venir te greffer dessus et justement écrire la fin, quoi. C'est ça, c'est beaucoup plus humain, mais dans ses fragilités aussi. Tandis que Bach va être... voilà, c'est un peu comme le grégorien, quoi, tu vois. On peut pas faire grand-chose de plus. Ça existe et c'est suffisant, quoi. Et donc là, évidemment, on parle de vieillerie, et dans les choses qui viennent tout juste de sortir, je voulais quand même mentionner Hiroshima de Sight Non Sight. Sight Non Sight, c'est Simon Collison, qui est le designer dont on a déjà parlé, et qui a cette superbe petite playlist qu'il modifie chaque semaine, qui est plein d'électro. Et donc, il a sorti un tout petit album, je crois que ça fait 4 ou 5 pistes d'électro un peu planante, un peu ambiante. Autour d'Hiroshima, et ce qui est assez fascinant, c'est que un des morceaux, Paper Cranes, c'est autour de la question de la bombe atomique à Hiroshima, et quand on se rappelle du contexte dans lequel on est actuellement, et les menaces très claires qui ont été formalisées par la Russie sur le sujet, ça... tu peux mettre ça en mode électro-ambiante, musique d'ascenseur, quoi, t'écoutes pas. Mais si t'écoutes, ça te fout la chair de poule, quoi, parce que ça te rappelle que Hiroshima, finalement, c'était il y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc voilà, Sight Non Sight, Hiroshima. Bonne ambiance. Mais comment il casse l'ambiance, Anthony, quand il parle de la guerre et tout, alors qu'à Paris, c'est une fête, avant tout. Non, oui, peut-être pas. Lire. Arnaud n'a pas lu grand-chose ces 2 dernières semaines. Donc j'ai bien accordé, oui c'est ça, 2 dernières semaines. Arnaud est en train de lire Why We Sleep, enfin Pourquoi nous dormons, parce qu'il lit en français, parce que c'est un bab tout fragile, et c'est du docteur Matthew Walker, et c'est un livre dont il avait entendu parler chez Withings auparavant, parce que pendant les études sur le sommeil et tout, il y avait eu une citation de cet auteur-là, ce docteur-là, et après j'avais vu une interview de Tom York de Radiohead chez Stephen Colbert qui parlait aussi de ce livre, ça m'a vraiment intrigué, du coup j'ai commencé à le lire. C'est dense, hein. Oui, je me souviens de t'avoir embêté avec ce livre-là que j'ai lu, et donc je suis curieux d'avoir ton avis, parce que je suis pas forcément dans le camp majoritaire de la critique de cet ouvrage, donc j'aimerais voir comment toi, qui en plus avec Weezings a vu la partie pas traumatique, mais la partie assez physique de la perte de sommeil, enfin, qu'est-ce que c'est qu'une perte de sommeil. Je suis curieux de voir ce que t'en penses, et comment tu perçois non pas seulement ce qu'il raconte, mais comment il le raconte. Je suis vraiment curieux d'entendre ça. Bah, je te dirai ça dans 2023, du coup. Je te dirai ça sans problème, avec grand plaisir. Donc toi, tu vois, t'as rien lu. Moi, au contraire, j'ai lu 3 bouquins, parce que pourquoi pas. Non mais... En fait, c'est très simple, la vie. Si tu regardes pas YouTube et Netflix, tu lis des livres. Il n'y a pas de miracle, quoi, au bout d'un moment. Mais il y a aussi Instagram. Oui, mais j'ai pas de compte, donc tu vois, c'est facile. Ah bah voilà. J'ai aussi lu de la pop science,
aussi écrit par un monsieur Walker, mais pas le même, qui est The Miracle Pill, qui est un livre sur l'activité et la mobilité et pourquoi c'est important de marcher. Ah, intéressant ça. Et qui est plutôt bien foutu. La pop science, je trouve ça un peu chiant parce qu'en général, t'as un chapitre qui est répété 15 fois. Et là, non, c'est plutôt bien foutu, je trouve. Et moi, je trouve incroyable qu'un type qui s'appelle Peter Walker écrive un livre sur la marche. C'est quand même... et ne se sente pas obligé de dire à quel point c'est ironique. J'ai aussi lu 2 petits romans, Livre Maria de Julia Carnenon, et bah c'est non. Pourquoi? Toutes les explications sont métrozen dodo, mais j'ai écrit cette phrase qui a beaucoup fait rire Cécile. La 4e de couverture promettait le portrait éblouissant d'une femme qui a connu 1000 vies. La 4e de couverture, comme souvent, décrit un autre livre. Je crois que ça se suffit à soi-même. Et j'ai lu un livre qui était bien mieux que ça, qui est 39 rue de Berne de Max Loeb. Donc qui est le 2e livre suisse que je lis de ma vie. Et donc 2 livres suisses, 2 fois 100%. Donc on est bien la Suisse. Bravo la Suisse. Bravo la Suisse. Bravo. Acheter. Et oui, car nous dépensons l'argent que nous gagnons durement. Eh bien, je l'ai dépensé, Anthony, figure-toi, dans des chaussures Fago. Parce que je me suis dit, pourquoi pas... Non, en vrai, parce que j'avais une super promotion. Genre, au lieu de les acheter 100 balles, j'ai acheté 40 balles la paire. Enfin, c'est un truc comme ça. Donc, ça valait le coup. Dans ma tête, j'aime pas dépenser trop pour des chaussures parce que j'en change tous les 2 ans. Parce que je suis une horrible personne. Mais voilà, du coup, j'ai des choses éco-responsables parce que c'est pas cher, donc je suis content. Et j'espère que ce sera quali, on verra bien ce que ça donne. L'effet, je pense que la forme inspire la fonction toujours, mais j'avais quand même une espèce de poussée pour... enfin, quelque chose qui me poussait à essayer le style bobo, donc ça commence avec ça. Et bientôt ce sera les t-shirts à 80 €, et puis... Enfin, 80 € en solde, bien sûr. Ouais, je sais pas si j'y hâte ou pas. C'est un passe-temps dispendieux de s'habiller bien. Non, de s'habiller à la mode, tu veux dire. Faisons une distinction entre les deux, si tu veux bien. Oui, écoute, ça me met plus à l'aise de dire ça, effectivement, donc je vais dire ça. Alors, tu vois, j'ai ouvert leur site, et j'invite les gens qui nous écoutent à ouvrir leur site. On va faire comme si Fago ou Fagio nous sponsorisait. Je vois ces gens qui sont évidemment tous beaux, tous jeunes, bien sûr. Et qui pèsent le poids que je pesais à 8 ans, peut-être. Je sais pas. Enfin là, le type, si je lui serre la main, je lui casse l'épaule, quoi. Donc, et ça vaut et le t-shirt vaut 80 balles. Je suis... C'est merveilleux Paris, hein. Écoute, c'est là que je sens que j'habite en province, ouais. Que finalement Lyon, c'est la province. Ouais. Le truc que je m'explique pas, et je pense qu'il y a une raison pourtant commune, mais je n'arrive pas à voir ce que c'est pour l'instant, c'est que ces choses-là, ces genres de magasins, existent dans des arrondissements de gauche. Genre le 10e, où je travaille, c'est que des boutiques. Genre j'ai vu une boutique, je croyais que c'était des habits pour enfants, non, c'est des habits pour chiens. Et t'as aussi des trucs comme Fago, des trucs comme... Enfin, Drapeau Noir, des trucs comme ça, c'est très joli, y a pas de problème. Mais je sais pas. À quel moment tu vois que tu votes Mélenchon et tu t'habilles avec un t-shirt qui vaut 80, tu vois, oui, je sais pas. Tu comprends, ces gens expliquent: notre bilan carbone est une prise de conscience indispensable. Il guide nos choix pour réduire l'impact de notre vestiaire sur la planète. Si tu veux, ça n'engage à rien, et donc c'est facile quelque part de jeter 75 € pour un sac à dos en polyester recyclé, et t'as l'impression d'avoir sauvé la planète. Ça me va. Oui, en fait, c'est le trafic des indulgences all over again. Écoute, oui. Oui, comme souvent, tu as la métaphore parfaite. Oui. C'est avec plaisir, c'est cadeau. Alors que tu vois, moi, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai acheté un objet en plastique qui est même pas du plastique recyclé. J'ai posé la question. C'est le Vitra Haute ID qui est un petit... Comment décrire ce truc? Vous savez, quand vous essayez de jeter vos clés dans l'entrée et que vous vous dites que ce serait quand même bien de mettre un cendrier ou une coupelle ou une assiette ou un truc comme ça, Vitra, ils se sont dit pourquoi on ferait pas ça et on le fusionnerait avec un pot à crayon, on mettrait les deux ensemble dans un seul moule en plastique et on vous vendrait ça 35 € parce que pourquoi pas. Donc j'en ai acheté 2. Et la réflexion que je me faisais, c'est qu'au toucher, en fait, c'est super agréable. C'est entre le plastique et la céramique, ce qui est assez étrange. Il y a un côté, un grain extraordinairement fin. C'est évident de décrire ça dans un podcast.
Et le seul truc que je trouvais dommage, c'est que ce soit du plastique vierge, que ce soit pas du plastique recyclé. Et donc j'ai fini par poser la question, et il se trouve qu'en même temps j'interviewais un fabricant de câbles et de chargeurs, qui en fait m'a expliqué que justement un des grands problèmes du plastique recyclé, c'est que tu peux pas contrôler forcément 100% des composants, et que le traitement de surface n'est pas exactement le même, et donc tu peux pas forcément avoir ce genre de toucher qui, oui, est très, très organique, quoi. Ça donne pas l'impression d'être du plastique. Ça a une tactilité. Et tu m'aurais dit, Anthony, en 2022, tu discuteras de la tactilité d'un machin dans lequel tu mets tes clés dans l'entrée. Je t'aurais dit, je sais que je suis snob, mais quand même pas à ce point. Et ben, vous savez quoi ? Si vraiment, en fait, à ce point. Mais un jour, on parlera du fait qu'on est snob. Je commence de plus en plus à l'admettre. Mais tu vois, c'est aussi un truc qui m'avait frappé dans les emballages Apple. À l'époque où c'était encore en plastique, quand tu sortais l'iPad ou l'iPhone de sa boîte, le toucher était extraordinaire, le film de protection. Et il y a une personne qui travaille à plein temps sur l'odeur chez eux. Enfin, oui, mais ça aussi. C'est toi le ce qui a fait ça, la bougie odeur d'emballage Apple, je crois. Oui, mais où il y a vraiment quelqu'un qui s'en charge. Et enfin, sans te forcer à dévoiler des secrets d'Apple Store, l'air d'un Apple Store, c'est pas n'importe quel air, quoi. Donc. Il coûte plus cher, mais il est de meilleure qualité. Cette semaine, je voulais qu'on parle d'un truc simple. Et donc, t'as voulu parler d'un truc compliqué. Ouais, je me suis mis un peu en danger, j'avoue. Et je vais pas te cacher quelque chose, Anthony. Mon premier élan n'a pas été cohérent avec mes réactions suivantes. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, parlons de ça, c'est une super idée. Quelques jours après, je me suis dit, putain, mais Arnaud, qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi ? Juste pourquoi ? Voilà. Et c'est de la question assez générale, je dois dire, de la self-quantification et de tout ce qu'on nous vend aujourd'hui comme remède et passe pour la vie éternelle. Je te propose qu'on rappelle aux gens qui nous écoutent le contexte de la chose. Il se trouve que depuis quelques semaines est remonté notamment sur Hacker News un projet du développeur Felix Krause. C'est notamment le développeur de Fastlane. Il a longtemps bossé chez Google et chez Twitter. Qui est le site, le lien sera dans la description du podcast, howisfelix.today, qui est un énorme truc sur lequel en fait on a... non seulement où est Félix, mais comment va Félix ? Qu'est-ce que Félix a mangé aujourd'hui ? Quelle est la taille et le poids de Félix ? Combien d'heures a-t-il dormi ? Quand était sa dernière sortie pour faire du jogging ? Quand était sa dernière séance de méditation ? Combien il y a d'emails dans son inbox ? Enfin, c'est un truc de dingue. C'est une quantification complète de ce personnage-là. Évidemment, sur Hacker News, le dev libertarien moyen qui est sur Hacker News se paluche là-dessus. Et je trouve ça intéressant parce que moi, ça m'a rappelé ce que faisait Felton, Nicolas Felton, qui avait notamment développé une petite application qui s'appelait Reporter, que j'avais utilisée pendant quelques années pour faire ce genre de choses-là. Ou la vague, il y a quelques années, les gens qui utilisaient Foursquare, qui utilisaient Swarm, qui utilisaient plein d'applications pour suivre leur mouvement en temps réel. Ou aujourd'hui, de manière peut-être un peu plus soft, mais encore plus descriptive, encore plus granulaire, les gens tout simplement qui portent un bracelet connecté ou une Apple Watch et qui ou qui ont une balance connectée, quoi, et qui regardent leurs applications dans Healthmate quand c'est Withings, dans Strava, dans Santé, dans je ne sais quoi d'autre, et qui finalement ce truc qui est un truc de geek quand c'était les débuts du Quantified Self, on va dire 2009-2010, quoi, quand il y a notamment le groupe QS Paris qui s'y intéresse, est devenu aujourd'hui un truc complètement commun, quoi, à partir du moment où on a une Apple Watch. Et t'as ce type, Félix Krause, qui met le volume à 12, quoi, et où le truc est incroyable, quoi. Il a 159 tâches à faire, quoi. Il a 35 mails. Depuis 2013, il a utilisé son ordinateur pendant 17 873 heures. Enfin, moi, je trouve ça... Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de le savoir, mais je trouve ça intéressant de le savoir. Évidemment, t'es pas d'accord avec moi, mais... Non, je sais pas. C'est-à-dire je pense que c'est intéressant de mesurer certaines choses, mais je pense qu'il faut jamais perdre de vue le pourquoi et le comment, et que c'est un peu le cœur de la démarche. Et ce qui est un peu
Moi, ce qui me fait peur dans ce genre de démarche-là, et ce que je trouve un peu vertigineux, c'est l'impression que j'ai que ça donne des données, enfin, que les données sont des réponses. Alors qu'en fait, ce sont plutôt même des questions, si on veut raisonner comme ça, parce que on peut définir les choses de deux manières, si tu veux, soit comment ça marche, soit pourquoi ça marche. Et souvent, l'impression que j'ai, c'est que la réponse globale, populaire, ou même un petit peu scientifique, enfin, en tout cas scientifique populaire, pour reprendre ton expression, Sciences Po, non, comment tu disais? Sciences Pop? Sciences Pop. Sciences Pop, Sciences Po, c'est autre chose. Sciences Pop, c'est une réponse plutôt au comment qu'au pourquoi. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre un exemple pas ouf, mais toi, tu te sens bien, tu es heureux, on va te dire c'est de la sérotonine dans ton cerveau, c'est super, et voilà, donc il faut de la sérotonine pour être heureux. C'est pas tout à fait ça la vraie raison. Il y a un épiphénomène, bien sûr, qui est cette émission de molécules précise, mais la joie est éminemment spirituelle, vient d'ailleurs, enfin, n'est pas. Voilà. Donc, ça se manifeste notamment par cette molécule-là. On peut dire que, en gros, c'est le symptôme de la joie, mais que la joie elle-même, en tout cas, je pense vraiment, vient d'ailleurs. Et pareil pour d'autres sensations, pareil pour d'autres phénomènes. Et du coup, ce que je trouve, enfin, la question que je me pose en voyant toutes ces données, c'est à quelle question ça répond et quelles autres questions ça pose. Je pense que la question à laquelle ça essaie de répondre, enfin, je suppose en tout cas, c'est qui suis-je et où est-ce que je vais, mais je suis pas sûr que ça donne les bonnes réponses dans cet ordre d'idées. Je pense que ça pose encore plus de questions dans un sens. Ouais. J'avais essayé d'écrire quelque chose là-dessus il y a quelques années et je crois pas y être arrivé. Mais d'une certaine manière, tu crées une représentation numérique de ta personne. On pourrait discuter des liens entre les tenants du QS et les tenants de la singularité, mais je trouve intéressant, on crée un double numérique de soi, mais qui est décrit uniquement par sa production. Combien d'heures j'ai dormi, combien d'heures j'ai passé à l'ordinateur, combien de pages j'ai marché, comment je me sens, combien de calories j'ai ingurgité. Tu décris pas la machine, tu décris uniquement ses entrées et ses sorties. Je crois que les entrées et les sorties, elles suffisent à juger la machine. Encore une fois, je suis intimement persuadé qu'un système se juge à sa production. Et que quand un système tue des gens, le système est mauvais. Hein, et on se fiche de savoir si c'est une Kalachnikov ou une voiture. Sans vouloir faire mon cycliste de base. Pas du tout. Je crois que les entrées et les sorties suffisent à juger de la machine. Je ne crois pas qu'elles suffisent à la décrire. Parce qu'encore une fois, quand on parle par exemple de crime par arme, par destination, c'est pas tout à fait pareil quand l'arme c'est une calache et quand l'arme c'est une voiture. Ça met pas en jeu tout à fait les mêmes tenants alors que c'est le même aboutissant, quoi. Je me pose des vraies questions là-dessus, quoi. Ça me met en mode, ça me réveille la nuit, hein. Et j'en discutais avec un autre Jourdain, mais où on se demandait jusqu'à quel point ça pose pas les limites de l'existentialisme, quoi. C'est voilà, on regarde le chemin qu'on a parcouru et on regarde la production du système et on se dit bah oui, mon système a bien produit, donc mon système est forcément bon. C'est une espèce de morale qui se décrit par... Enfin, c'est une morale qui est tautologique, quoi, qui est cyclique. On décrit la morale par les fondements de la morale. Je me regarde et c'est bien. J'ai obtenu les objectifs que je voulais, donc c'est bien. Sauf qu'à aucun moment... Et donc, comme c'est bien, mes objectifs sont forcément bons. Et donc, oh, regarde, j'ai fait des bons... Enfin... Et ça boucle, et ça boucle, et ça boucle. Et jamais, à un moment, on se dit stop. Les fondements de ma morale sont-ils moraux? Cela est-il bon? Parce que il peut y avoir une efficacité. Enfin, la Shoah est un système très efficace. Hein. C'est pas pour ça que c'est un système moral. Hein. On peut quantifier la Shoah. Ça suffit pas à dire que c'est quelque chose qui est bien, quoi. Oui, certes. Et il y a une espèce de cosmogonie personnelle, quoi. On ne regarde plus le ciel, on se regarde soi, et on se regarde soi en tant que nuage de points. C'est-à-dire, on devient son propre ciel. Et finalement, ce que tu est cette constellation de points. Je trouve pas ça complètement inintéressant, hein.
Je trouve ça même fascinant. Et j'ai essayé de produire du point pour voir l'effet que ça fait. Et je crois que ça change fondamentalement ton rapport non seulement à ta petite personne, mais au monde. Mais enfin, quand même. C'est pas neutre, quoi. Non, c'est ça, c'est ça. Je crois que c'est très facile de se fourvoyer avec ce système-là, enfin, ou cette vision-là. Je voyais un comics sur Insta qui était rigolo qui disait ah mais enfin une personne qui arrive en enfer qui se demande ce qu'elle fout là quoi, et puis le diable lui dit Emma, c'est tout à fait normal, je comprends la confusion, pas de souci. Donc en fait effectivement par rapport à votre système de valeurs vous étiez une personne super, mais en fait les valeurs objectives disent que vous étiez un gros connard et du coup c'est pour ça que vous êtes là. Et donc c'est un peu ce genre de truc, c'est que c'est facile d'avoir un propre système qui juge soi-même par rapport à soi-même, mais c'est pas ça qui donne une objectivité et une véracité au jugement. Non, mais c'est la blague habituelle qui est que c'était 100 fois plus facile d'aller au paradis, si tu crois au paradis, il y a 6000 ans qu'aujourd'hui, parce que le monde est tellement plus compliqué, tu dois faire tellement plus de choix, donc tu dois tellement faire plus de choix moraux. Donc forcément, je veux dire, avant, tu faisais 3 choix moraux dans ta vie. Allez, tu pouvais avoir peut-être l'espoir de faire 100% de choix positifs et paf, paradis, si tu crois. Aujourd'hui, tu fais 30 000 choix dans la journée. Tu peux pas, quoi. Donc forcément, tu vas en faire, forcément. Et je trouve intéressant parce que ces gens-là, finalement, en créant de la data, créent de nouveaux choix. Et donc, il y a une espèce d'atomisation existentielle exponentielle qui les condamne forcément à un certain enfer, quoi. Si je peux me permettre de faire de la pop religion. Théolopop. Je pense que il y a plusieurs exemples, enfin beaucoup de courants religieux, mais les pharisiens à commencer par eux, tu vois, qui pensent qu'en cochant les cases, ça suffit à avoir justement le truc, mais c'est pas suffisant, quoi. Mais tout ça, c'est la faute à Descartes, au final. Non, mais je veux dire, tu vois, la machine, c'est sa faute, c'est clair et net. Genre, ouais, non, c'est sa faute. C'est entièrement sa faute. On serait pas aussi déshumanisé s'il avait pas été là. Mais quelque part, je trouve intéressant. En ce moment, il y a un... Là, on se moquait, enfin, je me moquais, parce que tu n'oserais pas... De la culture chrétienne, de la religion chrétienne, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, alors même qu'on est dans un système légal et un système culturel judéo-chrétien, en tout cas en Europe, il y a une influence évidente des spiritualités asiatiques. Oui. Et on le voit, quoi, les gens qui font du yoga, les gens qui méditent, l'Apple Watch, quoi, qui te donne une injonction à méditer. Et il y a cette notion karmique, quoi, le mot karma qui est dans le langage quotidien, quoi. Et où ces gens-là, finalement, ils courent après le karma, quoi. Félix se sent bien il y a 3 heures. Félix, il n'a pas dépassé son budget calorique de 2920 kilocalories. Il y a un côté, Félix, il est dans les paramètres pour pas être réincarné en cafard, quoi. Et je trouve ça fascinant, quoi. C'est-à-dire, on crée de la data qui est de la data très humaine, quoi. Littéralement, on décrit ses intestins. Avec l'espoir que ça te fait passer sur un plan spirituel supérieur. Je trouve la juxtaposition des deux fascinante. Ouais, c'est un phénomène, je pense, qui est assez, qui est relativement commun, qui est que, alors je sais pas qui disait ça, je l'ai jamais dit dans ce podcast, et on parle d'ange et de bête et de Pascal, mais bon, c'est un peu toujours le même balancier, quoi, je pense. Ça me fait penser à plusieurs choses. La première, c'est que j'ai quand même l'impression que, comme tu disais, c'est spécifique à l'époque. Je pense qu'il y a un mécanisme humain qui est là depuis longtemps, mais notre époque est telle que on a des moyens de mesurer encore plus. Ah, c'est ça, c'est un problème qui est créé par les technologies. Enfin, voilà, tout à fait. Pas forcément un problème, enfin, c'est une question qui est posée par les technologies. Ouais. C'est ça, voilà, qui ne peut pas avoir lieu, qui peut pas être la même auparavant, en tout cas, pas cette étendue, quoi. Et ce que je trouve fascinant, c'est que sous couvert de données scientifiques, on assiste en fait à l'éclosion d'une nouvelle religion scientiste, qui est je sais pas si scientiste c'est le terme, mais bon, en tout cas inspiré de la science, dérivé de la science, qui est en soi une secte de la science, si on veut. Donc il y a un élément de foi dans la science qui est de toute façon ce qui n'est pas expliqué ou explicable le sera un jour.
Donc de toute façon, pas besoin de trop s'attarder là-dessus et autant mesurer le phénomène plutôt que le fait lui-même. Et le scientifique, je mets ça, ce terme entre guillemets, ou les scientifiques, c'est encore mieux, sont des augures, enfin des sortes d'aruspices. Des gens qui n'ont pas vraiment de visage, qui sont jamais tout à fait d'accord avec eux-mêmes, parce que tous les médiums sont toujours en désaccord avec eux-mêmes de toute façon. Et les présages de ces aruspices-là valident à peu près tout, n'importe quoi, avec plus d'assurance autant plus d'assurance que la certitude est moins élevée. Et, euh, et je crois que les chiffres le valident aussi. Ironiquement, je m'établis sur les chiffres pour prouver ce point de vue, mais parce que voilà. Mais ouais, la science n'a jamais été autant vulgarisée et autant vulgaire, si on veut permettre le jeu de mots, parce que je crois que c'est France Inter qui disait un sondage qui disait que 41% des Français croient à l'astrologie et que la croyance augmente inversement avec l'âge, c'est-à-dire que 70% des 18-24 ans y croient. Donc ça dessine un paysage qui est quand même, cataclysmique pour la science elle-même. C'est que la superstition en fait est de retour, mais en grand triomphe, quoi. Oui, mais je crois que d'ailleurs ce mouvement qui est aussi le mouvement qui est à l'œuvre de manière générale dans les technologies de l'informatique vestimentaire, quoi, qui est on se met des technologies sur la peau pour créer de la data. Et on a déjà dit ici plusieurs fois que quelque chose moi qui me gêne, c'est que finalement la data produise tellement peu d'intelligence. Et qu'on croise tellement peu les sources de données. Et au final, et je crois vraiment que le site de Krauss il est intéressant pour ça, c'est on a plein de points de données, on a plein de... Voilà, on a l'historique des villes qu'il a visitées, on a ce qu'il mange, et jamais rien n'est croisé finalement, tout est à plat, toutes les données sont dans des silos parallèles. Et le problème que ça pose, c'est que par exemple quand on dit j'ai mangé 60... Enfin, dans la semaine qui vient de s'écouler, 71% des jours, j'ai mangé des légumes. Ou dans toute ma vie, depuis que je me traque, 39% des jours, j'ai mangé des légumes. Ça veut dire quoi? C'est quoi le bon chiffre? Petit truc en passant, le bon chiffre, c'est 100%. Hein, il faut manger des légumes tous les jours. Mais 39% qui est en rouge sur son site n'est pas pire que 71% qui est en vert sur son site. C'est la même chose. C'est pas le bon chiffre de toute manière. Ça devrait être 100%. Et donc, quand on prend ce chiffre en isolation, qu'on se contente de comparer un chiffre à un autre dans un silo, sans ouvrir sur, j'allais dire la vérité scientifique, mais sans ouvrir sur ce que l'on sait de par ailleurs, comment le corps humain à peu près fonctionne et quel est le consensus scientifique sur comment la machine fonctionne, le chiffre est mauvais. Ça veut dire quoi? Je suis allé je suis passé à la salle de sport que 57% des jours depuis que je me traque. J'ai pas d'abonnement à la salle de sport, je suis peut-être plus en forme que lui parce que tu sais quoi, je bouge absolument tous les jours. Alors que lui, dans sa bagnole ou lui dans son avion, il bouge pas, quoi. Et ça ne dit rien finalement de son niveau global de mobilité, ça ne dit rien de sa santé. Enfin, c'est le truc que je trouve extraordinairement gênant, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de traquer ce genre de truc, et c'est aussi pour ça que je porte si peu mon Apple Watch, c'est qu'à la fin, ça ne dit rien. Ça ne dit rien. C'est ça. Et ce qui est effrayant, je crois que c'est qu'on plaque une morale là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de place pour de la morale ou de jugement éthique sur la data. Et l'autre problème que ça pose, et que tu soulignes très bien, c'est que ça crée une relativité, je pense, absolument déstabilisante en termes de société. C'est-à-dire que genre, tu peux pas individuellement créer d'échelle sociétale par rapport à ces données-là, sans pour autant t'empêcher de mettre un jugement moral là où il ne devrait pas être. Et du coup, forcément, tu crées cette relativité du jugement, de l'éthique. Le danger est énorme parce que tu crées littéralement les conditions d'une loi relative. Donc soit tu vas tout cadrer et tout légiférer et ça va devenir impossible et inhumain et oppressant possible, soit tu vas tout relativiser et créer une sorte de nouvelle religion, du coup, parce qu'il faut créer, là où il n'y a pas de flics, il faut créer des prêtres, et du coup, c'est une autre forme de dogmatisme qui s'impose, quoi. Et moi, le truc qui m'interroge, c'est, je suis persuadé que c'est pas mauvais en soi, et que ça peut être intéressant tant qu'on décrit une seule personne.
C'est ça, ouais. C'est-à-dire, et qu'il faut et évidemment, il faut de la corrélation. C'est-à-dire que le jour où on aura enfin des applications qui sont capables de dire, regarde, hier tu as bu de l'alcool, ou voilà, ou tu as mangé tant de calories et tu as mangé plus de sucre que d'habitude, et regarde l'impact sur ton sommeil, pour utiliser ce mot horrible, impact, ou qu'on sera capable de dire, ah bah voilà, ton niveau d'activité et ta santé cardiovasculaire et machin truc, qu'on sera vraiment capable de faire de la corrélation, et qui est de la corrélation qui est basée dans une capacité à exploiter le fait scientifique, quoi. Et qu'on est capable de dire à quelqu'un, la science décrit la machine humaine comme ça c'est les paramètres optimaux, et toi t'es là, décide de ce que tu veux faire, tu vois. Parce que commence à faire un tout petit peu l'application forme avec les métriques en disant ça pointe dans le bon sens ou ça pointe dans le mauvais sens, mais ça pointe dans le bon sens ou dans le mauvais sens par rapport à toi-même. Ouais. Il n'y a pas d'injonction morale sociétale. Ça me va. La preuve que ça me va, c'est que non seulement j'écris, mais je publie ce que je lis, le café que je bois, le thé que je bois, je prends des photos des façades qui m'intéressent, enfin, je garde tous mes talons de concert, enfin, finalement, je garde de la data sur moi, quoi. Je me quantifie d'une certaine manière. Mais je me quantifie pas par rapport à un impératif moral ou par rapport à la société, quoi. Je me quantifie par rapport à moi-même. Je veux quelque part savoir quels sont mes propres goûts, parce que finalement, c'est assez difficile. L'injonction, connais-toi toi-même, en fait, elle est super difficile. C'est pas un truc si évident que ça, quoi. Et donc, si tu ne prends pas quand même le temps de t'arrêter et de réfléchir 2 secondes à qu'est-ce qui fait ton goût, et d'une certaine manière, ce podcast, et on nous le reproche, certains commentateurs nous le reprochent, qu'on se serve de ce podcast comme aussi d'une manière de confronter nos goûts l'un à l'autre, et donc de nous définir en tant qu'individu sur c'est quoi mes goûts, c'est quoi tes goûts. Et oui, je suis un affreux snob, et t'es un peu moins snob que moi, mais t'es en même temps tellement plus snob que moi sur d'autres trucs. Enfin, oh oui. mais cet exercice est super utile, quoi, parce qu'en se connaissant l'un l'autre, on se connaît soi-même. Le danger, ce serait que ça devienne une injonction morale, un impératif sociétal, et le glissement que je vois, moi, c'est un glissement qui t'implique, puisque tu travailles pour à la fin une mutuelle, et qui est l'injonction de partage de ces données, et qu'à partir de ces datas-là, et d'une vision forcément limitée de la manière dont fonctionne la machine humaine, parce que voilà, il y a 50 ans, on disait aux gens, surtout n'allez pas faire de jogging parce que vous allez faire une crise cardiaque, et maintenant on dit aux gens, non, faut courir pour éviter la crise cardiaque. Donc on le sait, le consensus scientifique il change, mais en attendant, on prend des décisions par rapport au consensus scientifique. Et donc si demain, on a une mutuelle qui te dit, tu marches pas assez, donc je vais te faire payer plus cher, ou je vais pas du tout te couvrir, là, moi, ça me pose un problème. Surtout quand on sait qu'un chiffre comme il faut marcher 10 000 pas, ça fait des années que je me bats contre ce chiffre-là. Ce chiffre sort de nulle part. Il sort d'une campagne de pub pour un podomètre japonais dans les années 70. Il n'a aucune réalité tangible, scientifique. Enfin, il ne correspond à rien, ce chiffre. Il y en a beaucoup comme ça. Le petit déjeuner, le repas le plus important. Enfin, non, niquez-vous. C'est un truc des... Oui, mais c'est un truc des le problème, c'est que le chiffre de 10 000 pas, maintenant, est quand même utilisé par un assureur, pas le tien, pour justifier certains tarifs, quoi. Donc c'est quand même... Tu vois, je crois pas que moralement ce soit un problème de faire du quantified self. Je crois que ça pourrait devenir un problème moral s'il y a une injonction de le faire, tu vois. C'est ça, en fait, je pense que c'est encore trop primitif peut-être aussi pour... Enfin, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est très primitif à l'heure actuelle, et qu'il n'y a pas encore de lien qui est fait. Et que du coup ça passe pour un truc de cinglé. Exact, oui, voilà. Donc c'est très niche. En fait, la manière dont c'est fait. Et je pense qu'il n'y a pas enfin, s'il y a 2 personnes comme Félix dans le monde, c'est déjà trop, mais bon, c'est voilà. Et du coup, c'est relativement inoffensif dans ce terme-là, c'est que ça s'applique de manière très individuelle et très épiphénoménale. Épiphénoménale, ouais. Épiphénoménale, merci. La question que je me pose, moi, c'est qu'est-ce que ça donne quand, justement, la réalité qu'on croit décrite par la donnée ne correspond pas à la vraie réalité. Si un jour on se sent mal et qu'en fait on a coché quand même toutes les cases pour se sentir bien, qu'est-ce qui se brise à l'intérieur de soi, quoi. Mais c'est ça, il peut y avoir, de la même manière qu'il y a des dysphories face à la photo filtrée, sans vouloir encore une fois cocher la case de bingo, les gens qui nous écoutent, cocher la case les filles qui se regardent dans le miroir après avoir utilisé des filtres sur Instagram. Sans vouloir reprendre l'exemple des filles qui ne se reconnaissent plus dans le miroir après avoir tant utilisé des filtres sur Instagram. Ça existe ça, c'est incroyable. Quelque part, il y a aussi de ça, quoi. C'est-à-dire que si
Quand t'as l'Apple Watch qui te dit « Ah, t'as jamais autant marché » et que tu te sens complètement le moral dans les chaussettes, il y a... Ouais, il y a la recette pour créer la dysphorie, ouais, t'as raison, ouais. C'est une crise de foi, mais sans le E à la fin. Sans le E à la fin, oui, complètement. C'est pour ça que je pense que Enfin, c'est ça qui explique aussi, je pense, le retour de la superstition en général. C'est que la donnée est vide de sens et la science pop est vide de sens également. Elle te donne des indications, des trucs comme ça qui changent beaucoup, qui s'appliquent pas à tout le monde, sans doute pas à toi d'ailleurs, et qui sont, mine de rien, assez vagues si ce n'est pas faux. Mais il y a une quête de sens en même temps. Enfin, le succès des Oui. self-help books, c'est qu'enfin, on achète les bouquins de... Je sais plus comment il s'appelle, là, le Good Doctor ou je sais pas quoi, là, de la même manière qu'on aurait avant acheté un catéchisme, quoi. C'est ça, c'est le même réflexe, tout à fait, oui. Mais quand je dis superstition, c'est assez général, vraiment. C'est pour pas dire religion, parce que je dis un peu ce mot à toutes les sauces, mais oui, ça s'approche quand même vachement de ça, quoi. C'est dans un article de The Guardian qui s'appelle The Mindfulness Conspiracy, un enseignant, un professeur bouddhiste, comment on pourrait dire ça, professeur, un maître bouddhiste, oui. Et il a trouvé le terme que je trouve vraiment génial, qui s'appelle Mac Mindfulness. Mais c'est purement génial. Je pense que la métaphore marche sur tellement de niveaux de lecture. C'est que déjà on éviscère le yoga de son aspect religieux pour le remplir de choses qui sont potentiellement pires encore. Quand je dis pire encore, je ne juge pas évidemment la religion initiale. Mais que c'est que elle a tout un contexte et qu'il faut prendre le temps d'absorber, et que souvent c'est fait de manière tellement rapide et précipitée même que on n'a pas le temps pour s'adapter à ce point de vue-là. Et donc soit on rentre dans un culte de soi très littéral, my body is a temple et ce que tu veux, soit on part dans le camp n'importe quoi. Enfin, je suis passé devant toujours dans le 10e arrondissement évidemment, je suis passé devant une échoppe qui listait donc dans cet ordre yoga, pilates et exploration des vies antérieures. Bon, voilà quoi, je veux dire, bon, je sais pas si j'ai besoin d'explorer là-dessus, mais la précipitation en fait n'est jamais bonne conseillère, je pense. Surtout dans des problèmes aussi profonds qui nous affectent en tant que société occidentale sur le déclin. Et les personnes qui l'encouragent le plus sont peut-être les personnes qui en profitent le plus aussi. Il n'y a pas loin entre le coach et le gourou, quoi. Oui, mais tu sais, il y a un côté l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant, la foi vient en priant. Hein, le nombre de fois que j'ai entendu ça quand j'étais gamin au catéchisme. C'est Pascal, ça aussi, pour le coup. Oui. C'est un des arguments. Toujours de la faute de Pascal à la fin, pour moi. Et oui, quelque part, la joie de vivre, le bonheur vient en faisant du yoga et en comptant tes pas avec l'Apple Watch. Tu vois Tu seras quelqu'un qui va réaliser ton potentiel parce que tu vas faire tes 10 000 pas par jour. C'est-à-dire, tu peux manifester la santé en marchant. Ce qui à la fin est vrai, hein. À force de marcher, tu seras en meilleure santé. Hein. Mais enfin, ça suffit pas de compter ses pas, quoi. C'est-à-dire que si tu mets ta montre sur une perceuse et que tu la fais tourner très vite et qu'elle compte 10 000 pas, c'est pas tout à fait pareil. Le chiffre à la fin est le même, hein, mais c'est pas tout à fait pareil que d'être allé vraiment marcher, y compris sans ta montre. C'est très protestant quand même au final. Complètement. Alors là, tu vois, je te l'accorde pour une fois. Merci. J'avais peur de devoir me battre pour ça. Tu vois. Ouais, effectivement, il n'y a pas que les écritures qui comptent dans ce cas-là. Et c'est drôle que ça nous vienne aussi beaucoup des États-Unis. Enfin, c'est quand même un pays qui n'est pas catholique. C'est un pays protestant, quoi. Donc, mais c'est un hygiénisme évangélique, c'est évident. Qui nous est offert par la technologie. Ouais. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un au XIVe siècle qui s'est dit qu'il allait compter ses pas toute la journée, et qui les a notés dans son carnet et qui a fait la compilation, j'en suis certain. Je crois qu'il y a des journaux comme ça, des personnes qui notaient leurs excréments, tout ça. Enfin, oui, c'est... Oui, non, et puis faut aller relire les journaux de Kant, hein, qui notaient toutes ses sorties, enfin, c'est terrible. Hein. Le type était quand même un peu fumé. Hein. Un peu. Et on s'en sert comme... Il a quand même critiqué la raison pure, donc c'est un signe d'ailleurs. C'est ça, et on s'en sert comme une autorité morale, donc ça dit quand même quelque chose sur les névroses de notre société, quoi. Mais... Kant. On le voit, le type qui a souffert de Kant. J'aime pas trop Kant non plus, donc ça tombe bien. mais je trouve ça assez... Oui, je trouve ça assez fascinant. Il y a
Tu aurais pu le faire de manière très artisanale, mais ça demande un effort, et quelque part, l'effort que ça demandait produit ses propres conséquences. Oui. Alors que là, quelque part, tu peux le faire de manière complètement passive. Mais en même temps, courir derrière le chiffre de manière totalement active. Le rapport que ma mère a avec le classement des pas dans l'application Weezings. Et à chaque fois que je vais voir ma mère, elle me met dans la gueule, bah alors, ce mois-ci, je t'ai battu pendant 3 semaines. Tu vois, je trouve ça... Je vois l'emoji avec le poing qui se serre comme ça, genre. C'est pas très grave, ça prête pas à conséquence, mais c'est marrant que finalement le rapport qu'on peut avoir en tant que mère et fille, c'est intermédiarisé par le compteur de pas sur sa montre Weezings. C'est sympa la technologie. Hein.